Bonjour à tous, voici les titres de l'actualité de ce jeudi 11 janvier. À la une de ce 13h, le premier conseil des ministres de l'année 2018. D'importantes décisions prises, le président Alassane Ouattara invite les ministres à la concrétisation de la feuille de route de la nouvelle année. Dans ce 13h également, cette signature d'accord entre l'État de Côte d'Ivoire et Ethiopian Airlines. L'accord ouvre le volet concret du démarrage des vols directs Abidjan-Washington à compter de mi-mai 2018. Et hors de nos frontières, 48 migrants maliens meurent en Méditerranée. Le gouvernement malien décrète 2 jours de deuil national dans le pays. Bienvenue à tous. Premier conseil des ministres de l'année, mais avant, échange de vœux entre le chef de l'État et les membres du gouvernement. C'était hier au palais présidentiel, nous dit Awa Touré. Le conseil des ministres de ce mercredi 10 janvier, le premier de l'année 2018, a démarré par des échanges de vœux entre le président de la République, Alassane Ouattara, et le gouvernement, dont le premier ministre, Amadou Gon Coulibaly, s'est fait le porte-parole. Tous les membres du gouvernement sont déterminés à œuvrer, chacun selon ses attributions, à la concrétisation sur le terrain de la feuille de route qui nous est ainsi définie. Les actions concrètes pour la mise en œuvre de ces importants chantiers que vous avez énoncés seront mises en œuvre avec célérité et efficacité. Plus que jamais, nous prenons l'engagement d'œuvrer sans relâche à accroître l'efficacité de nos actions en vue de répondre de façon diligente aux attentes pressantes et légitimes des populations. Aussi, Excellence, Monsieur le Président de la République, nous prenons l'engagement que nous ne ménagerons aucun effort en vue de mener avec dévouement et rigueur nos missions respectives. Sous votre autorité, nous veillerons à la cohérence d'ensemble de l'action gouvernementale. Monsieur le Premier ministre, ce premier Conseil des ministres de l'année 2018 coïncide avec l'an 1 du premier gouvernement de la Troisième République. Je voudrais donc profiter de cette occasion pour vous féliciter, ainsi que l'ensemble des membres du gouvernement, pour l'important travail que vous avez accompli tout au long de l'année, malgré les adversités. Je vous félicite tout particulièrement, Monsieur le Premier ministre, pour votre leadership et votre dynamique action à la tête du gouvernement, en dépit d'une année 2017 particulièrement difficile. Monsieur le Premier ministre, vous avez relevé les priorités auxquelles le gouvernement devra s'atteler tout au long de l'année 2018. Et je résume, à savoir le renforcement des institutions pour la paix et la bonne gouvernance, la transformation structurelle de notre économie, l'amélioration des conditions de vie des populations, la promotion de la jeunesse et de la femme. Je vous demande donc d'œuvrer dès à présent à la concrétisation de la feuille de route que vous venez de définir. J'attends bien sûr du gouvernement, comme d'habitude, diligence et célérité. Saisissant l'occasion, Jean-Claude Brou, nouvellement élu par les chefs d'État et de gouvernement comme président de la commission de la CEDEAO, a exprimé sa gratitude au président de la République pour le choix porté sur sa personne. Excellence, Monsieur le Président de la République, cette décision des chefs d'État et de gouvernement est un grand honneur qui est fait à notre pays, la Côte d'Ivoire, et vous l'avez indiqué. Elle est de nature à contribuer davantage à son rayonnement sur la scène régionale et internationale, qui est l'une de vos ambitions. En témoignent les nombreux succès enregistrés sur ce plan depuis que vous présidez aux destinées de la Côte d'Ivoire. Je suis donc naturellement heureux de contribuer à cette ambition. Le chef de l'État lui a dit sa fierté et l'espoir qu'il place en lui dans la conduite de cette noble mission. Je voudrais, en notre nom à tous, féliciter mon jeune frère, le ministre Jean-Claude Brou. Merci. Je voudrais féliciter le ministre Jean-Claude Brou, qui occupera
à compter du 1er mars 2018, la présidence de la Commission de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Comme j'ai eu l'occasion de le dire au chef d'État quand nous étions à huis clos, je voulais donner à la CEDEAO l'un de nos meilleurs, l'un des meilleurs fils de la Côte d'Ivoire. Jean-Claude, au regard de ton expérience, de tes qualités professionnelles et personnelles, je suis convaincu que tu sauras t'acquitter avec grand succès des nouvelles charges et faire honneur à la Côte d'Ivoire. Je n'en doute point. Bravo à toi, Jean-Claude. Bravo. Après ces échanges, la séance s'est poursuivie par l'examen des dossiers à l'ordre du jour de ce premier conseil de l'année. Et vous l'avez entendu, juste après les échanges de vœux, le Conseil des ministres, parmi les décisions prises, la création de l'Agence pour le développement de la filière riz, création également de la Caisse des dépôts et consignations de Côte d'Ivoire. C'était d'ailleurs donc le premier conseil de l'année avec une feuille de route claire. La synthèse avec Awa Touré. La transformation structurelle de l'économie ivoirienne est aujourd'hui l'une des grandes priorités du gouvernement. Le Conseil a ainsi autorisé la création de la Caisse des dépôts et consignations. La Caisse des dépôts et consignations de Côte d'Ivoire est une institution financière publique qui a pour mission de mobiliser des ressources à long terme nécessaires au financement de notre économie. Et il s'agit d'un outil très important qui manquait à la bonne gouvernance de notre pays au plan économique. Donc ce maillon manquant permettra d'accompagner mieux le développement du pays. Cette institution, donc la Caisse des dépôts et consignations, offrira à notre économie de réelles capacités de projection sur une plus longue période, des financements mobilisables avec une faculté de rentabilité différée et des primes de risque plus faibles. La Côte d'Ivoire entend aussi maîtriser les risques d'insécurité alimentaire avec la mise en œuvre de la stratégie nationale de développement de la riziculture. Cette stratégie a été adoptée en 2012 par le gouvernement avec l'objectif à l'époque de prendre en compte la progression constante et importante du taux de consommation du riz dans les centres urbains de notre pays, de réduire la quantité de devises aujourd'hui affectées à l'importation de riz, plus de 300 milliards de francs CFA par an, et de maîtriser, bien entendu, les risques d'insécurité alimentaire. La mise en œuvre de cette politique a permis d'obtenir des résultats qui sont globalement satisfaisants, puisqu'on note une augmentation importante de la production, ainsi qu'une amélioration de la qualité du riz produit en Côte d'Ivoire. Nous sommes passés de 550 000 tonnes en 2011 à 1 220 000 tonnes en 2013. Et depuis 3 ans, nous notons une stagnation autour de 1 400 000 tonnes. Les Ivoiriens sont de grands consommateurs de riz et jusqu'ici, la production nationale couvre très peu cette consommation. Pour booster la production nationale, le gouvernement a décidé de la création de l'Agence pour le développement de la filière riz, l'ADERI. Cette mesure s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie nationale de développement de la filière riz, avec pour objectif de couvrir la totalité des besoins nationaux de consommation en riz blanchi et de constituer des stocks de sécurité et bien sûr d'exporter si cela est possible. Ainsi, l'ADERI, dotée de la souplesse et de la flexibilité financière et administrative liées aux agences d'exécution, a pour mission de traduire en action la politique nationale rizicole. L'agence contribuera plus spécifiquement au renforcement des capacités de l'interprofession rizicole, à la réalisation des investissements en infrastructures rizicoles et à la mise en place d'un mécanisme pérenne de couverture des besoins nationaux en semences de riz certifiées et de variétés améliorées.
Pour renforcer la gouvernance, le président de la République a signé un décret mettant en place le Conseil national de politique économique, un conseil supervisé par le vice-président de la République. Son secrétariat exécutif est assuré par le secrétaire général de la présidence et il est composé de tous les membres du gouvernement en charge des questions économiques. Et il faut signaler qu'après le Conseil des ministres hier, place aujourd'hui au Conseil national de sécurité. Le Conseil national de sécurité est présidé par le chef de l'État, chef suprême des armées. Et c'est en présence justement du chef de l'État que Ngolo Coulibaly a prêté serment hier. Il a officiellement pris fonction. On fait le point avec Viviane Aimé. Nommé précédemment médiateur de la République le 25 juillet 2011, le président Ngolo Coulibaly est appelé depuis le 14 juillet 2017 à la tête de la Haute Autorité à la bonne gouvernance. Ce mercredi 10 janvier 2018, il devait être investi dans sa nouvelle charge à l'occasion d'une cérémonie en présence du président de la République et l'ensemble du gouvernement au palais présidentiel. Comme l'avait indiqué le président de la République lors de l'installation le lundi 8 janvier du président de la Cour des comptes, la Cour des comptes est l'organe suprême de contrôle de la bonne gouvernance. Fort donc de cette autorité, c'est la Cour des comptes, dirigée par son président Kanvali Diomandé, qui a installé officiellement le président de la Haute Autorité à la bonne gouvernance dans ses fonctions. C'est devant la Cour que le président Ngolo Coulibaly a prêté serment. Je jure de remplir mes fonctions avec honnêteté, impartialité, intégrité et objectivité dans le respect de la Constitution, des lois et règlements de la République. Représentant le parquet, la procureure générale Paulette Badjo, tout en rappelant le rôle et la responsabilité qui sont dévolus à l'institution qu'est la Haute Autorité à la bonne gouvernance, a salué le choix porté sur la personne du président Ngolo Coulibaly. Il me plaît de saluer le choix porté par son Excellence, Monsieur le Président de la République, sur Monsieur Ngolo Fatogomba Coulibaly pour présider aux destinées de notre institution nationale de la bonne gouvernance. Grand commis de l'État, discret, à la longue et riche carrière, pétri d'expériences variées, acquises à de hauts postes de l'administration et au gouvernement, ainsi que dans d'autres institutions. Monsieur le Président Ngolo, je voudrais, au nom de mes pairs et en mon nom personnel, vous adresser nos chaleureuses félicitations pour cette grande et haute promotion qui honore notre pays. Pour sa part, le président de la Cour des comptes, Kanvali Diomandé, a engagé le président de la Haute Autorité à la bonne gouvernance à ne lésiner sur aucun des moyens que lui confère la loi pour mener efficacement la lutte contre la corruption. Le gouvernement, résolument engagé dans la lutte contre ces fléaux qui ruinent les efforts de développement et décrédibilisent l'État, a instauré en 2011 une charte d'éthique et de déontologie qui exige la déclaration d'intérêts et de patrimoine des personnes exerçant des responsabilités au sommet de l'État. La loi portant création de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance vous confère des pouvoirs très étendus, à savoir recevoir des plaintes et dénonciations et y donner suite, vous autosaisir, faire procéder au gel conservatoire des biens, susciter des poursuites pénales et même des mesures attentatoires à la liberté. Monsieur le Président de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance, à présent, par votre serment, vous venez d'entrer en fonction. La Cour des comptes, par ma voix, vous adresse ses vœux de réussite dans l'exécution de vos nouvelles missions. Le président Ngolo Coulibaly a reçu les félicitations de la Cour, les félicitations du président de la République, les félicitations du vice-président, du Premier ministre, celles de son épouse et ses enfants, les félicitations des présidents des autres institutions de la République. Pour le président Ngolo Coulibaly, l'émotion le disputait à la détermination. J'accepte la nomination avec toute la responsabilité et je considère que ce n'est pas une personne qui va régler les problèmes de corruption et de fraude dans le pays,
c'est toute une nation engagée qui va faire en sorte que finalement, on reviendra sur le jugement émis sur la Côte d'Ivoire, dire qu'en définitive, c'est un pays où règne l'intégrité. L'installation du président de la Cour des comptes, puis celle du président de la Haute Autorité à la bonne gouvernance illustre, comme d'aucuns l'ont relevé, la volonté du président de la République de doter la Côte d'Ivoire d'institutions fortes dédiées à la bonne gouvernance. Il a donc prêté serment hier, qui est donc Ngolo Coulibaly, son portrait signé Mahama Traoré. À 73 ans, Ngolo Fatogoma Coulibaly a su bâtir le profil qui a milité en faveur de sa désignation à la tête de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance. Natif de Mbengue dans le nord de la Côte d'Ivoire, Ngolo Coulibaly est un économiste gestionnaire de formation, doublé de son rang d'administrateur des services financiers dans la fonction publique. De 1976 à 1994, il a successivement été le directeur de la dette publique, directeur général du Trésor et président-directeur général de la Caisse autonome d'amortissement. De 1999 à 2000, il fut membre du gouvernement de transition en qualité de ministre de l'économie et des finances. Sur le plan politique, Ngolo Coulibaly a également porté plusieurs casquettes d'élu local, député à l'Assemblée nationale de 1995 à 1999, maire de la commune de Mbengue de 2001 à 2002, puis président du Conseil général de Korogo de 2002 à 2011. Dès son accession à la magistrature suprême, le président Alassane Ouattara le nomme médiateur de la République. Il multiplie alors les missions en zone rurale afin d'apaiser les conflits entre les communautés, comme ce fut le cas à Bouna. Comme pour reconnaître ses mérites, il est hissé par ses pairs à la tête de l'association des médiateurs de la zone UEMOA de 2013 à 2016, puis en 2014 comme premier vice-président de l'association des médiateurs africains. Marié et père de 5 enfants, Ngolo Coulibaly va désormais affronter un nouveau challenge, celui de moraliser la vie publique ivoirienne, aidé en cela par sa riche carrière. Dans l'actualité également, c'est Ethiopian Airlines qui a été coopté par l'État pour assurer la liaison Abidjan-New York. Top départ la mi-mai. Un protocole d'accord a été signé entre l'État de Côte d'Ivoire et cette compagnie aérienne éthiopienne. C'est un pas très important qui vient d'être franchi, nous dit Alexis Ouedraogo. Abidjan-Washington en vol direct. Le projet pourrait prendre forme d'ici mi-mai 2018. L'annonce a été faite ce mercredi à la primature, à la faveur d'une signature d'accord entre l'État de Côte d'Ivoire et la compagnie aérienne Ethiopian Airways. De la rencontre, c'est de signer le protocole d'accord avec le gouvernement de la Côte d'Ivoire pour le début des vols, donc la ligne directe entre Abidjan et New York à la mi-mai. Grosso modo, c'est un cadre pour soutenir le début de ces longs vols entre Abidjan et les États-Unis. La signature met fin au long processus de négociation conduit par l'État de Côte d'Ivoire, une réponse à la demande de la diaspora ivoirienne aux États-Unis. C'est aussi une amélioration en perspective des activités économiques entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis. Bientôt la fin des travaux de réhabilitation de l'aéroport de San Pedro. Déjà 80% des travaux réalisés. Nouvelle donnée par le Bureau national d'études techniques et de développement en charge du chantier. La date de livraison de cet aéroport était prévue pour décembre 2017. Pourquoi ce retard? Élément de réponse avec Sam Conan et Walter Amadou. Aéroport de San Pedro. Des engins toujours à la tâche. Malgré le retard accusé, les travaux de réhabilitation de l'aéroport de San Pedro avancent. Taux d'exécution 80%. Ces travaux devraient prendre fin le 13 décembre dernier. En termes de retard ici, un seul jour de pluie ici nous occasionne minimum 3 jours de perte de travaux en avancement. Car lorsque tous les matériaux que nous utilisons, c'est des matériaux qui n'aiment pas la pluie. Après 36 jours d'intempéries, il faut répondre les travaux par endroits. Juste derrière moi, c'est la bretelle qui est là. Nous aurons pu aujourd'hui exécuter la couche de base, mais malheureusement, compte tenu de la pluie, nous avons eu des désagréments et nous sommes en train de reprendre carrément tout ce qui a été fait comme terrassement. Et donc, aujourd'hui, nous ne pouvons pas avancer et ça, c'est l'un des problèmes majeurs qui fait que les travaux ralentissent.
La piste d'atterrissage de l'aéroport de San Pedro va connaître un élargissement. Les techniciens sont actifs afin de livrer cette piste de façon irréprochable. La piste initialement de l'aéroport de San Pedro faisait 1900 mètres. Dans les travaux actuels, nous avons prévu le prolongement de 200 mètres. Aujourd'hui, il nous reste seulement que les 200 mètres de part et d'autre des seuils à traiter qu'au même niveau que la piste antérieure existante. Le BNET, Bureau national d'études techniques et de développement, en charge du chantier, se veut rassurant quant à la qualité des travaux. Les essais de bitume sont concluants. Les usagers de la ligne Abidjan-San Pedro devront attendre jusqu'en fin janvier 2018 pour emprunter l'avion afin de rallier les deux villes portuaires du pays. C'est une tradition à la grande chancellerie. 95 personnalités et des professionnels de médias distingués dans l'ordre national et l'ordre du mérite ivoirien hier. À leur endroit, la grande chancelière Dagri Diabaté a dit ceci: vous êtes des modèles d'action et de comportement et chaque jour vous êtes en devoir d'inspirer votre entourage. Ambiance et commentaires, Iriebi et Alexis Ouedraogo. Sur les 95 personnalités distinguées par la grande chancellerie, 2 élevés au rang de commandeur de l'ordre national, 35 faits officiers de l'ordre national et 56 décorés dans l'ordre du mérite ivoirien. Parmi ces personnalités, 2 officiers et 2 chevaliers ont été décorés à titre posthume dans l'ordre national. Pour la grande chancelière Henriette Dagri Diabaté, l'élargissement du cercle des récipiendaires à divers domaines peut servir d'exemple d'excellence à suivre et contribuer au renforcement des liens entre la République et le peuple. Nous recherchons des valeurs qui servent d'exemple à tous les niveaux, dans les villages comme en ville, dans les administrations comme dans les milieux d'affaires, auprès des commerçants et auprès des artisans, partout. Par ailleurs, la grande chancellerie veut contribuer au renforcement des liens entre la République et les Ivoiriens de l'intérieur du pays, d'une part, les Ivoiriens de l'extérieur et les amis de la Côte d'Ivoire, d'autre part. C'est notre rôle d'encourager tous les artisans de paix et les acteurs du développement économique et social de notre pays, partout où ils se trouvent. Reconnaissant à leur hiérarchie, les récipiendaires indiquent que la cérémonie est une source de motivation dans l'engagement au travail. Appréhendons ces distinctions comme un engagement ferme en faveur de l'exemplarité en toutes circonstances. Nous sommes conscients que cette reconnaissance est aussi faite d'obligations. Obligations à rester toujours méritants pour mieux servir notre pays, la Côte d'Ivoire. D'autres distinctions sont annoncées aussi bien au plan national qu'international, avec des projets de distinction au Bénin, au Burkina Faso et au Canada. Des réactions donc à la grande chancellerie hier. Les journalistes Lansine Fofana, David Mobio, Ali Yoda, Marie-Laure et les autres récipiendaires ont exprimé leur gratitude au chef de l'État. Ils ont tous pris l'engagement de servir toujours d'exemple. Leurs impressions. C'est un appel à l'abnégation, à l'engagement vis-à-vis des valeurs républicaines. Très ému par cette deuxième médaille que l'État vient de me décerner. Et c'est un honneur pour moi, c'est un honneur pour ma famille, c'est un honneur pour la grande famille de l'Inspection générale des finances qui travaille dans la gouvernance. Quelle joie pour moi. Mais à travers cette décoration, je voudrais remercier Dieu. Dieu qui a voulu que je sois parmi ces récipiendaires. Un grand merci aussi à tous les dirigeants, au président de la République, qui a aussi reconnu mes mérites à travers Monsieur le gouverneur du district autonome d'Abidjan. Cette reconnaissance nationale du mérite qui fait que nous sommes honorés aujourd'hui est un grand plaisir pour nous. Nous remercions les autorités avec à leur tête le président de la République, la grande chancellerie. On est très fiers de la décoration et je pense que ça veut dire qu'il faut encore travailler plus pour le pays et puis pour l'avenir de la Côte d'Ivoire. Je voudrais adresser toute ma reconnaissance à la direction générale de la RTI, à la direction de l'information, à tous mes collègues et puis dire que le travail continue. Ce sont des
sentiment de joie et de fierté qui m'étreigne aujourd'hui. Aux remerciements au ministre de la fonction publique, les remerciements au directeur du cabinet du ministère de la fonction publique et au directeur général de la fonction publique du ministère de la fonction publique. Et dire merci également à mes collaborateurs. Lorsque vous avez travaillé plus d'un quart de siècle dans une institution de la République, vous avez servi cette institution, vous avez servi la nation de Côte d'Ivoire. Il arrive des fois, vous vous posez la question de savoir si vous faites véritablement ce que les Ivoiriens veulent, si vous avez atteint votre objectif. Mais quand la réponse vient de la grande chancellerie qui vous dit les services éminents que vous avez rendus à la nation, vous êtes médaillé, je vous assure que c'est totalement au-delà de la joie. Le travail paye toujours. Je pense que c'est un résultat qui est là. Et je félicite toute l'équipe de Mediasoft et tous ceux qui ont contribué à ce succès qui m'a donné cette médaille aujourd'hui. Cette médaille nous fait oublier les heures de travail, les heures tardives de travail. Et j'avoue que c'est un honneur pour tout citoyen d'être décoré par la nation. Les impressions, c'est évidemment une joie, une fierté que de porter cette médaille-là. Et c'est aussi et surtout un moment qui nous interpelle à faire davantage d'efforts pour mériter justement cette décoration. Depuis plus de 20 ans, 20 ans aujourd'hui, c'est la première médaille et tous mes remerciements vont au chef de l'État. C'est un honneur pour nous. Nous avons été décorés par la République de Côte d'Ivoire pour nos actions de développement en faveur de notre village Sorobango. En culture, c'est parti pour la 14e édition du Festival international de la culture et des arts de Daoukro. L'événement est prévu officiellement du 24 mars au 1er avril. Cette année, il y aura des innovations. Le reportage de Chantal Eouma à Kanda. FICAD 2018, le Festival international de la culture et des arts de Daoukro, a été lancé sous le thème « Promotion de l'industrie culturelle et touristique face aux défis du développement local ». Le commissaire général de ce festival a indiqué que le choix du thème vise à impacter durablement la vie des populations de la région de Lifou en faisant de Daoukro un hub culturel et touristique. Chaque année, une semaine avant Pâques, il y a un événement culturel qui crée l'attraction nationale, c'est le FICAD. Et ça, c'est un atout considérable pour la région de Lifou. Le FICAD contribue à l'essor économique de Daoukro. Cette année marque la 14e édition du FICAD. Des innovations sont annoncées, entre autres des concours cinématographiques, la musique traditionnelle pour détecter de nouveaux chansonniers, la découverte de talents humoristiques, des chants, danses et carnaval. Vous êtes des outils au développement. Vous êtes un prétexte pour que la Côte d'Ivoire se visite de l'intérieur et de l'extérieur. Notre tourisme est basé essentiellement sur l'émotion, les sensations nouvelles. Et vous avez su, monsieur le commissaire général, apporter cet appui. C'est cette sensibilité que nous recherchons partout. Les élus et cadres de la région de Lifou soutiennent ce festival qui, pour eux, valorise les potentialités des richesses culturelles et touristiques de leur région. La 13e édition du FICAD avait enregistré 200 exposants, 32 entreprises et créé 500 emplois ponctuels. Cette année, les organisateurs entendent faire plus. Hors de nos frontières, le Mali est en deuil après la mort de 48 de ses ressortissants noyés alors qu'ils tentaient de franchir la Méditerranée. Le président malien Ibrahim Boubacar Keïta a demandé à son gouvernement de tout mettre en œuvre pour punir les passeurs et les complices de ce drame. Il a ensuite annoncé que tous les drapeaux seraient en berne sur l'ensemble du territoire pendant 2 jours. Il faut rappeler que les migrants qui se trouvaient à bord de ce canot venaient entre autres de la Gambie, de la Guinée, de la Sierra Leone, de la Côte d'Ivoire. Le bateau transportait plus de 150 personnes lorsqu'il a commencé à couler entre la Libye et l'Italie. Pour terminer, le cyclone Ava a fait aussi 36 morts et plus de 20 000 personnes déplacées la semaine dernière lors de son passage à Madagascar. Plus de 136 000 personnes ont été sinistrées, maisons inondées et champs de culture ravagés. 28 infrastructures sanitaires ont été endommagées ou détruites selon un nouveau bilan provisoire. Le cyclone a frappé Madagascar vendredi matin avant de quitter le territoire samedi soir.
Et voilà, c'est la fin de ce 13h supervisé par Hervé Blé. Merci de votre fidélité.